Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous l'entendez, ce sont les vraies voix de l'emploi ce soir en compagnie de Nicolas Leroy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Christine. Directeur du recrutement chez Fiducial. On va s'intéresser à quelque chose de passionnant. Le futur du travail, mutation ou révolution. Puisqu'on le sait aujourd'hui, le travail est à la croisée des chemins. Des jeunes qui sont pas forcément toujours enjoués, désenchantement, poids de la fiscalité, perte de sens, choc générationnel. L'IA qui fait également une entrée fracassante dans le monde du travail. Alors comment comprendre tous ces bouleversements et surtout comment rebâtir un modèle de travail plus juste, plus humain, plus porteur de sens où chacun y trouve sa place. On va en parler avec nos invités, Nicolas. Oui, tout à fait. Alors allons-nous tous terminer remplacés par des machines au revenu universel ou est-ce qu'au contraire allons-nous devenir des salariés augmentés? On va voir ça avec nos trois invités. Donc Jasmine Manet, DG de Youth Forever, observatoire du rapport du travail au travail de la nouvelle génération. Bonsoir Jasmine. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Très bien. On a Pia Hernandez, donc, qui est la DRH de Safran Landing System, qui travaille sur 8 pays et qui est mexicaine, qui va donner une ouverture d'esprit différente. On parlera donc pas uniquement de la France ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Alexandre Stourbe, conférencier, expert reconnu sur le futur du travail de la transformée RH et qui travaille pour Tomorrow Theory, un studio d'innovation RH. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir à vous trois et on va en parler donc de cette mutation ou cette révolution du monde du travail. C'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Alors, on va évoquer avec vous tous et avec vous Nicolas donc ce monde du travail avec plusieurs parties. On va s'intéresser à ce monde du travail, le travail d'aujourd'hui, un modèle à bout de souffle, mais avec un point d'interrogation. Oui, parce qu'en fait, le monde du travail en ce moment subit beaucoup de changements, et donc le travail tel qu'on l'a connu durant les 30 dernières années est en train d'évoluer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les nouvelles générations ont une vision différente de ce travail, en tout cas de cette vision du travail? Jasmine, ouais. C'est pas parce que vous êtes la plus jeune autour de cette table qu'on vous pose la question, Jasmine. C'est aussi mon travail. Difficile de répondre à la question, j'aurais envie de dire oui et non. Oui, clairement, le rapport au travail évolué, leurs attentes, leurs aspirations, leurs besoins, le contexte dans lequel on est, révèle quelque chose de très nouveau. Néanmoins, moi j'aime bien dire que la jeune génération est souvent une loupe grossissante sur les attentes d'un monde du travail en évolution chez tout le monde. Et ce qu'ils exigent en termes de respect, de rémunération, de flexibilité, d'autonomie, est souvent une sorte de reflet d'une mutation plus profonde, plus intergénérationnelle, d'un rapport au travail qui a évolué. Et là, il suffit de lire l'actualité du travail des 4 dernières années, Covid, réforme des retraites, si je prends juste la France, et on pourrait regarder plus au-delà, désengagement, soi-disant, peut-être flemme selon certains médias. Et donc un rapport au travail qui est évidemment mis sous le feu des projecteurs, mais peut-être aussi salutaire, d'un nouvel équilibre. Je pense qu'on va en débattre avec l'IA, avec la transition démographique, avec... En tous les cas, ils ont d'autres aspirations qui viennent percuter les anciennes générations. Oui et non, parce que souvent en haut-parleur de ce que veulent les autres aussi. D'accord, donc en fait ils sont des révélateurs. Pierre Hernandez, alors dans un groupe comme Safran, ces nouvelles générations, comment vous arrivez à recruter, attirer sur des profils très différents, puisque là vraiment vous êtes sur des métiers qui vont de l'atelier à la R&D. J'aime bien ce que vient de dire Jasmine, parce qu'en réalité je pense que les nouvelles générations, ce qui nous aide, c'est à regarder quelles sont les grandes tendances qui apparaissent dans le monde du travail et que finalement on va utiliser pour recruter des jeunes générations, mais aussi des personnes avec une certaine expérience. Donc peut-être aujourd'hui on va faire plus attention effectivement dans l'équilibre au travail, à donner du sens dans les métiers. Et comment on fait? Je pense qu'on est très à l'écoute de ce qui se passe. On fait très attention à ce qui se passe dans la société. Nous avons la chance en plus d'avoir une implantation qui est assez diversifiée. Donc la réalité, ça va changer selon les différents pays dans lesquels on est implanté. Et la meilleure manière de recruter, c'est toujours garder un œil sur ce qui se passe autour de nous pour essayer de garder les liens et les contacts avec nos futurs salariés. Est-ce que les Français ont un rapport un peu différent au travail que par rapport aux autres pays sur lesquels vous travaillez? Je ne suis pas une grande fan des généralités parce que je pense que finalement, les humains, on vient tous au travail. Finalement, il y a beaucoup cette notion des sens, des collectifs. Après, on les vit évidemment différents. Effectivement, il y a peut-être une notion plus conviviale dans certains pays que dans les autres.
Franchement, je peux vous dire, ça fait maintenant 9 ans que je travaille en France. Je ne crois pas. On travaille, il y a cette même recherche des sens, de trouver un peu au-delà des tâches qu'on fait, de laisser une trace de pourquoi on est là. On ne travaille pas de la même manière, c'est sûr. En France, on travaille beaucoup d'heures. Mais est-ce que je sens une perception totalement différente à ce que je vois dans le reste du monde? Non. Vraiment, pas vraiment. Mais Pierre, alors vous êtes donc à la DRH de ce groupe Safran Lending System, hein, donc c'est 35 000 salariés, un petit peu plus. Responsable de les 35 000, mais le groupe en entier. Les groupes en total, c'est 90 000. Je suis dans les périmètres dans lesquels je suis responsable, il y a 8 000 personnes. D'accord. Est-ce que vous sentez que pour les jeunes générations qui viennent chez vous, il y a cette volonté de prendre un ascenseur social? Oui. Mais je pense que comme il y avait avant, oui, je pense qu'ils ont envie de grandir, ils ont envie de grandir très vite. Ça, c'est peut-être une des choses que je vois par rapport aux anciennes générations. Une envie, peut-être parfois mieux vue de ma fenêtre, trop vite. Trop vite. Finalement, on va passer énormément des années au travail. Il y a une certaine urgence d'arriver très vite à des responsabilités sans prendre plaisir aussi à l'apprentissage des premières choses qu'on fait quand on rejoint une organisation. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, que je pense à mes premières années de travail que je vois plus marquées ces dernières années. Alors, Alexandre Stourbe, vous êtes un observateur du monde du travail. Est-ce que vous rejoignez ce que dit Pia, c'est-à-dire que ces jeunes générations, parce qu'on parle de ça, hein, un modèle à bout de souffle, l'ascenseur social est en panne, est-ce que vous sentez cette volonté des jeunes aujourd'hui de continuer à prendre l'ascenseur, mais à la vitesse supérieure que de ce qu'étaient leurs prédécesseurs ou leurs parents? Ah bah là, après, il y a des causes sociales et sociétales. En effet, je pense qu'on est vraiment dans l'instantanéité et on a envie de tout de suite. Donc, les jeunes vont extrêmement vite et veulent accéder extrêmement vite à cet ascenseur social. Mais je pense que c'est un sujet de société au sens large du terme, mais pas rattaché directement au monde du travail. Après, en revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, le travail en tant que tel a des difficultés à redevenir le véritable vecteur d'intégration qu'il a pu l'être de par le passé. Et comment vous l'expliquez ? Pour moi, il y a un vrai paradoxe moderne. D'un côté, on a l'accès à l'emploi, au travail pour une minorité qualifiée. Et donc là, c'est un vrai levier d'intégration pour cette minorité qualifiée. Et de l'autre côté, pour une majorité précaire, on est plutôt sur une logique alimentaire. Et donc de besoins quotidiens assez simples. Ouais, donc les défis pour les directions des ressources humaines, c'est quoi derrière ? Alors, pour moi, c'est pas. Alors, Pia est peut-être la mieux placée pour en parler. On lui posera la question tout à l'heure. Mais pour moi, c'est pas de la responsabilité des ressources humaines que de prendre la responsabilité d'une société fracturée. Et donc, c'est un vrai travail collectif, sociétal, encore une fois. Alors, certes, les RH ont une responsabilité à l'échelle de leur entreprise. Les RH, pour moi, doivent être des architectes sociaux, créer le lien entre les travailleurs, l'éducation, les territoires. De l'autre côté, bien évidemment, les entreprises ont aussi leurs responsabilités sociales également, parce que on prend des compétences sur le marché, puis on les renvoie à un moment donné aussi sur le marché. Et après, derrière, il y a la société au sens large, mais que moi qui dépasse, c'est de la politique. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec cette vision. Je ne crois pas que ce soit une mission de la fonction des RH en soi. Et évidemment, on joue un rôle particulier quand on est dans l'organisation, parce que c'est notre métier, regarder les personnes. Mais je trouve qu'il y a un travail collectif à faire, justement, pour créer des nouveaux référentiels, si je peux dire, de travail de ce qui sera demain à la société. Et effectivement, cette vitesse à tout vouloir maintenant, je pense que c'est je dirais pas un risque, mais c'est quelque chose, je le vois avec mes enfants. Ils veulent tout de suite maintenant. Et je sens qu'il y a besoin, socialement, de dire, prenons le temps. Prenons le temps d'apprendre, prenons le temps de construire, prenons le temps de créer de nouvelles manières de travailler, de créer des nouveaux métiers que peut-être on n'a pas, mais on ne peut pas. On a un peu de mal parce que tout est rapide, immédiat, les réponses sont tout de suite là. Mais justement, Jasmine, est-ce que vous pensez que les aspirations des jeunes sont toujours d'acheter sa maison, de travailler 40 ans dans une entreprise stable? Est-ce qu'il y a cette même quête, on va dire, de sociabilisation, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de partir sur des gens qui sont des consommateurs de leur entreprise, ou des zappeurs, voilà, et qui changent, on le voit de plus en plus, hein, les salariés changent tous les ans, notamment les plus jeunes. Est-ce qu'il y a cette même aspiration que pouvait avoir, on va dire, que j'avais, que mes parents avaient?
Alors clairement, la vision du temps a complètement changé, on a déjà abordé. C'est une sorte d'intensification de tout ici, maintenant, tout de suite. Et ça, c'est toute notre vie. C'est notre façon de consommer, notre façon d'avoir l'information, notre façon de réfléchir maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc clairement, il y a un rapport au temps qui est distordu. Mais c'est peut-être aussi, moi j'aime bien rappeler, est-ce que c'est pas ça être jeune aussi? Et qu'en fait, quand on est jeune, on a une sorte d'impatience, de naïveté, d'incapacité à se projeter. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Mais pour reprendre ce que disaient Alex et Pia, globalement, il y a quand même un grand paradoxe parce qu'ils cherchent toujours à être propriétaires, parce que c'est symbole de stabilité dans un monde où tout fout le camp, si je peux me le permettre. Ils cherchent toujours le CDI. Il y a des études qui montrent que c'est entre 79 et 85% des jeunes Français qui aspirent à un CDI, mais de l'autre côté, le premier emploi des jeunes, à plus de la moitié, est un emploi précaire. Donc le CDI reste quelque chose d'inatteignable, d'où son aspiration à le trouver. En fait, aujourd'hui, on cherche plus les choses pour la même raison. C'est que le CDI est un accès à un moyen de vivre, à la propriété, à des garanties de loyer, à un certain niveau de vie, mais c'est plus le CDI en tant que tel, c'est plus le statut et ce que ça représente. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer très intéressant de changement de la valeur des choses et notamment de la valeur du temps avec cette impatience. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est difficile pour moi de reprendre le temps dans un monde où on a beaucoup de mal à penser le futur. Et si je prends juste depuis que j'étais à l'école, je suis sortie en 2020 de mon école, depuis 2020, tout ce qui s'est passé, je trouve ça fou de se dire dans 5 ans tout ce qui peut se passer, et donc cette impatience est très liée aussi à qu'est-ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui et pas demain. C'est passionnant tout ça. On parle du futur du travail, mesdames, messieurs, sur Sud Radio. Mutation, révolution, avec nos invités Yasmine Manet, Pia Hernandez, Alexandre Stourbe et Nicolas Leroy. On se retrouve juste après la pause. On va continuer bien sûr de parler de la mutation. On va parler de surtaxation et précarisation. On va parler de ceux qui se lancent aussi comme indépendants, parce que ça fait partie aussi d'une forme d'indépendance et de salariat qui est très prisée. On verra si c'est un mythe ou une réalité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. En compagnie de Nicolas Leroy, directeur du recrutement chez Fiducial, et nos invités ce soir. On parle du futur du travail, mutation ou révolution. On est en compagnie autour de cette table de Yasmine Manet, directrice générale de Youth Forever, observatoire du rapport au travail et des de la nouvelle génération. Pia Hernandez, DRH de Safran Landing System. Là, vous êtes en plein cœur des enjeux RH dans le monde de l'industrie. Et puis Alexandre Stourbe, conférencier expert. Tomorrow Theory, c'est un studio d'innovation. Vous observez donc évidemment les nouvelles méthodes de travail, en tous les cas les nouvelles aspirations. Deuxième sujet, on voulait évoquer avec vous, Nicolas, et nos invités, la surtaxation et la précarisation, puisque le travail salarié comme indépendant est perçu comme trop taxé. Ça peut être un frein dans l'engagement, dans l'embauche, voire dans le passage à l'action. Oui, alors moi c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que en faisant justement mes petits calculs, je me suis rendu compte qu'avec les charges patronales, le salaire, la différence brute nette, si on rajoute la TVA par-dessus, on arrivait sur des niveaux de taxation du travail qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir on parle de la taxation des entreprises. Et donc est-ce que finalement c'est pas le sujet essentiel? Les salaires sont-ils pas trop bas du fait de cette pression fiscale, Alexandre? Alors déjà, moi je voudrais revenir sur la définition du travail. C'est quoi le travail? Alors le travail, c'est une activité rémunérée qui permet la création de valeurs socio-économiques. Alors au XXe siècle, on a oublié la dimension sociale, on s'est focusé sur la partie économique, mais en effet, le travail est surtaxé alors que c'est un moyen de créer de la valeur socio-économique. Et donc, en tout cas en France, et Pia témoignera sur les autres pays peut-être, en France, il est clairement surtaxé, la fiscalité est punitive et ça n'engage pas les entreprises à prendre des risques, l'entrepreneuriat de se lancer dans l'entrepreneuriat social, etc. Donc ça bride clairement la machine en France. Oui, parce qu'en fait, on oublie souvent de le dire, quelqu'un qui gagne 4 000 € net avant impôt coûte quand même 8 000 à son entreprise. Il coûte le double. C'est quelque chose qu'on oublie de rappeler. Et effectivement, on a plusieurs niveaux de pression fiscale. Est-ce que finalement, les jeunes s'en rendent compte? Est-ce que finalement, c'est pas un des problèmes, le montant de ce qu'il leur reste à la fin du mois pour évoluer socialement? Sous le contrôle des autres invités qui ont aussi beaucoup d'interactions RH chaque jour. Nous, j'ai de plus en plus de témoignages de recruteurs qui me partagent des anecdotes
de jeunes qui refusent des CDI ou qui refusent des emplois taxés, ou en tout cas dont ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup taxés, pour des emplois plus précaires, mais qui, entre guillemets, j'ai plus à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Et d'avoir cet équilibre de je récupère, peut-être je cotise plus pour ma retraite, je cotise plus pour tout un tas de choses, mais sur mon compte en banque, à la fin du mois, je vois une somme plus grosse et donc je refuse certains types d'emplois dans ce sens. Donc après, je pense pas que ce soit une généralité, mais le débat d'ailleurs sur la réforme des retraites a aussi mis le doigt dessus. De jeunes qui disaient moi je suis pas je manifeste pas parce que pour ma retraite à moi, j'y crois pas, c'est dans trop longtemps, le système se sera écroulé d'ici là. Enfin, je caricature, mais c'est un peu le son de cloche qu'on entendait. Mais pourtant, le sujet d'un point de vue démocratique m'intéresse et donc je suis là pour défendre les droits de mes aînés. Je suis là pour défendre un travail comme j'ai envie de le voir advenir. Donc il y a vraiment ce paradoxe-là, mais oui, en effet, c'est plus d'argent et moins de temps passé à travailler qui est demandé en Ça veut dire que, général. Jasmine, les jeunes générations que vous observez n'ont plus ce lien du partage, enfin de la raison sociale et de qu'est-ce qui se cache derrière toute cette taxation quelque part, hein, ce lien avec la société. Alors oui et non, parce que c'est aussi les plus informés, je dirais, ils ont accès à cette information très facilement et qu'il suffit d'importer son contrat dans ChatGPT pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de chaque clause. Je pense qu'ils sont encore plus méfiants qu'on l'était avant et surtout au début de leur parcours. Ça vient après avec l'expérience, on sait détecter les clauses, etc. Aujourd'hui, ils partent du principe qu'ils vont se faire avoir. Et donc après, peut-être à juste titre parce que ça a été le cas, mais en l'occurrence, il y a vraiment cette prudence, cette méfiance qui fait qu'on va analyser de plus en plus les clauses. Certains se forment au droit du travail. Il y a des influenceurs sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, qui sont des influenceuses. En l'occurrence, je pense à certaines d'entre elles que je salue, qui font de la formation pour les jeunes à détecter et à comprendre, lire une fiche de paye, comprendre son contrat. Donc paradoxalement, ils ont l'information, mais après, ils vont pas toujours l'utiliser. Allez-y, Nicolas. Pierre, justement, est-ce que c'est propre à la France ou est-ce que c'est de notre point de vue de français qu'on a l'impression d'être surtaxé sur notre salaire, ou est-ce que sur les différents pays que vous voyez, c'est à peu près la même situation? Il y a des situations, je dirais, partout dans le monde, après, peut-être pas au même niveau, c'est des questions, mais en attendant, Jasmine, je me disais, ce qui change, je pense que les gens d'avant, ils se posaient les mêmes questions, sauf que, je rebondis sur une chose que tu disais tout à l'heure, l'information est très disponible. Aujourd'hui, avant, quand on a commencé à travailler, je regarde autour de la table, il y a déjà quelques années, à prendre sur ta fiche de paye, tu mettais un peu de temps, tu ne demandais pas à ChatGPT. Les gens avaient moins d'informations que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui est un peu angoissant, de dire, si je m'engage, je vais pas perdre. Tu disais tout à l'heure, il y a une certaine méfiance. Je crois qu'il y a trop d'informations, parfois, qui génèrent de la désinformation. Besoin très rapide de vouloir avoir l'argent tout de suite maintenant, mais pas penser au long terme. Qui est aussi l'intérêt d'avoir un travail qui est plus dans une grande organisation. Et votre concurrent, c'est TikTok quand vous êtes en entretien, c'est ça? Heureusement, non. Je pense mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on entend de plus en plus de personnes qui arrivent informées et qui connaissent des choses. Et vous sentez la pression comme ça? Oui, j'ai un exemple très parlant, c'est sur les tenues vestimentaires. C'est souvent un sujet Comment doit-on s'habiller? Comment on s'habille au travail, c'est souvent un sujet de classe générationnelle, en l'occurrence parce que les jeunes n'auraient pas les codes et se permettent certaines tenues, en dehors des emplois réglementés bien sûr, où il y a des uniformes. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que qui donne le là sur les tenues au travail, pareil, c'est des influenceurs et souvent c'est des influenceurs qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Exact. Et donc il y a un décalage qui s'opère où avant c'était peut-être les parents, les profs, quelqu'un ou les anciens collègues. Aujourd'hui, ceux qui donnent le ton de comment je m'habille pour tel ou tel emploi, ce sont des influenceurs qui ne savent pas vraiment commencer. Et donc ça donne des couacs assez comiques si on le voit d'un certain aspect, mais de l'autre côté aussi il va falloir mettre des règles et des cadres dans tout ça. Alexandre, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ce genre de témoignages? Je pense qu'on arrive au bout d'un modèle et qu'il va falloir que les choses changent. Et je pense que, comme le disait Pia, on se posait pas la question avant parce qu'on n'avait pas accès à l'information, bien évidemment. Et puis même, la société à l'époque faisait qu'on ne se posait pas la question. C'était comme ça. Et qu'on est en 2025, je pense qu'on vit un grand bouleversement de manière générale. On a vécu des crises économiques, des crises climatiques, des crises sanitaires, etc.
Et donc, on se pose plein de questions sur notre avenir. Et donc, on regarde tout maintenant à la loupe, et en particulier l'aspect salaire. Et on veut remettre en cause ce modèle du CDI en France. Parce que là, on parle de charges par rapport à un CDI. Il peut y avoir d'autres charges aussi, bien évidemment, pour les freelances et indépendants. Alors justement, les auto-entrepreneurs, on a vu qu'on allait s'attaquer, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur du fait de la loi de finances, où justement, on envisage de taxer encore plus d'auto-entrepreneurs. Et j'ai vu même les voitures de fonction vont prendre 70% de tout ce qui est le moins taxé. Aujourd'hui, veulent être encore plus. Est-ce que finalement, ça ne revient pas sur le sujet, on revient pas sur ce sujet, parce que justement, le reste à vivre aujourd'hui est un peu trop précaire pour la majorité des salariés, et finalement, on commence à se renseigner, à se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comme disait Jasmine, pour gagner un petit peu plus à la fin du mois? C'est des questions qu'on se posait moins avant. Oui, c'est clair. Alors, le reste à vivre est moins important en 2025 qu'il ne l'a été peut-être dans les années 80. On accédait à la propriété, puisqu'on parlait tout à l'heure de logement, on accédait à la propriété peut-être un peu plus facilement. En tout cas, le travail nous permettait de nous payer un logement décent, ce qui n'est plus le cas en 2025. Travailler ne permet pas et ne garantit pas d'avoir un logement décent. Donc, ça rend les choses compliquées. Après, c'est les entreprises et les politiques de devoir changer ça. On peut taxer le travail de manière différente. On peut taxer le travail non pas sur le salaire en tant que tel, mais peut-être diminuer les charges, parce que derrière, on produit peut-être plus de choses sociétales, on produit plus d'engagement environnemental, etc. Et donc, à ce moment-là, on peut réfléchir les charges sociales du salaire vers d'autres choses ou les réduire sur d'autres choses. Est-ce que vous avez le sentiment, en fonction de ce que vous voyez, quand on entend le discours là en ce moment, l'État cherche de l'argent un peu partout, remet en question aussi la notion du rapport au temps de travail que l'on a. Est-ce que c'est des choses qui vous reviennent, vous, dans les entreprises et dans les jeunes générations, de se dire il faut que je travaille plus pour gagner plus? Il y a eu ce slogan à une époque qui fonctionnait. Jasmine, est-ce que ça, par exemple, les jeunes aujourd'hui sont OK avec ça? Globalement, le son de cloche, c'est quand même plus travailler mieux. Pour reprendre ce que tu disais, Alexandre, c'est travailler mieux et travailler moins. Aussi dans un rapport assez pragmatique d'analyse de la performance et d'analyse de la productivité, et de se rendre compte que le volume ne fait pas la qualité ou la productivité. Et c'est typiquement l'exemple de la semaine de 4 jours, qui avait beaucoup été débattu ces dernières années, est assez parlant. Et en fait, la question, c'est de bien le définir. Est-ce que 4 jours, c'est le même temps sur 4 jours? Est-ce que 4 jours, c'est une réduction du temps de travail? Est-ce que c'est plus de flexibilité? Est-ce que c'est imposé? Quel jour? Et d'ailleurs, les jeunes sont assez frileux par rapport à la semaine de 4 jours. C'est un objectif qu'ils aimeraient atteindre, mais comme ils se disent pareil, qu'ils vont se faire avoir en se disant ça va être 4 jours plus condensés, et moi je préfère cette flexibilité que j'ai aujourd'hui, du coup ils sont encore un peu méfiants. Donc je pense qu'il y a un besoin quand même de se réapproprier le temps, mais aussi parce que la valeur temps pour évaluer la performance est peut-être plus la bonne, et qu'il y a d'autres façons de voir est-ce que le travail a été fait, bien fait, a tenu ses objectifs, sans faire forcément du 8 heures chaque jour. Cette pression fiscale, Piane, sur les salaires, sur les emplois, comment dans un grand groupe comme ça, on navigue avec ces données et ces demandes, ces attentes aussi? Moi, je me dis qu'on a toujours un cadre dans lequel il faut prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de choses, et encore une fois, je réfléchis avec une vision globale dans laquelle on a des réalités très différentes. Notre mission, c'est de continuer à prendre, ou essayer de prendre les décisions les plus équilibrées pour continuer à créer de la valeur, et aussi en même temps essayer de garantir la pérennité de l'emploi de nos collaborateurs. Finalement, c'est ça l'intérêt. Comment on garde le bon équilibre des décisions, encore une fois, avec des contextes qui parfois ne sont pas dans nos mains. C'est pas à nous de décider les niveaux des taxes dans des différents pays. Allez, on est bientôt à l'heure de 19h30. On va faire une pause sur Sud Radio. On va aborder juste après ça cette question qui est au cœur de toutes les discussions qu'on a là. C'est cette crise de sens. Comment redonner du sens, Nicolas, à ces métiers? Alors, Jasmine l'a dit, travailler moins pour vivre mieux. C'est ça qu'on va voir maintenant. Exactement, c'est passionnant. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après pour les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voix de l'emploi. Et on est toujours en compagnie dans les vraies voix de l'emploi, en compagnie de Nicolas Leroy, directeur du recrutement chez Fiducial, et nos invités ce soir, Jasmine Manet, directrice générale de Youth Forever, observatoire du rapport au travail de la nouvelle génération, Pierre Hernandez, directrice des ressources humaines de Safran Landing System, et Alexandre Staupe, conférencier expert chez Tomorrow Theory. C'est un studio d'innovation. On en arrive à cette crise du sens, ces bullshit jobs, comme on dit tout simplement. Tout simplement
simplement, les salariés aujourd'hui disent ne pas forcément comprendre l'utilité de leur travail, quel sens lui donner. Cette quête de sens devient aujourd'hui, je pense, Nicolas, l'alpha et l'oméga est central dans les entreprises. C'est ça, c'est vraiment tous les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens veulent aujourd'hui un travail qui a du sens. On utilise le terme de bullshit job, effectivement, pour tous ces jobs à forte réunion, incessante. Alexandre, aujourd'hui, on parle des jeunes, c'est les jeunes qui parlent des bullshit jobs, mais on peut considérer que aujourd'hui tous les salariés y sont confrontés. Oui, depuis tout à l'heure on parle de la génération Z, mais finalement toutes les générations sont concernées, et en particulier par les bullshit jobs. Je pense que je fais partie de la génération X, je peux être concerné aussi par les bullshit jobs, tout comme la génération Z. On va donner. Alors ça, c'est quelque chose qui revient. Est-ce que Pia, c'est pareil? Est-ce que cette quête de sens, en tous les cas, ces boulots qu'on veut pas faire, ces tâches qu'on ne veut pas, ces réunions qui arrivent, ces semaines qui n'en finissent plus, comment on appréhende tout ça? Ça, on les voit tout le temps. Et pour moi, on a tous dans nos boulots, peu importe les jobs qu'on fait, des petites tâches qu'on n'aime pas faire. Par contre, on a tous. Oui. Mais c'est la vie. Dans la vie, il y a des choses qu'on aime. On ne peut pas tout le temps que des choses sympas, plein d'essence et des passions. Et je pense que ça aussi, à un moment, il faut se dire, la vie, dans un travail, on passe 8 heures, 10 heures. Il y a des moments où on va avoir des choses un peu moins intéressantes. Comment vous faites au niveau industriel et au niveau d'un groupe comme le vôtre? Pour moi, la partie plus importante, c'est comment on crée un collectif dans lequel les gens, construit, on a un objectif commun. Pour les nôtres, c'est très simple, on fait des trains d'atterrissage, donc on les voit, donc on arrive à voir notre... Il vaut mieux qu'ils soient bien faits. Il vaut mieux qu'ils soient bien faits, et on a la chance de les faire très très bien. Et finalement, c'est comment chacun des personnes qui fait, peu importe les métiers qu'il fait, ça voit où est sa contribution. Et ça, parfois, on ne va pas le voir parce que c'est pas si facile de toucher. Mais c'est comment les collectifs me rappellent tous les jours que j'appartiens à une organisation qui est capable de créer des super produits qui vont nous permettre de connecter des personnes qui sont dans des endroits du monde très différents. Et donc, encore une fois, pour moi, il n'est pas une recette magique. Je crois que notre principal objectif, c'est de créer des environnements de travail qui permettent aux gens de se sentir bien et de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils créent. Et on discutait tout à l'heure. J'ai la chance d'être dans une organisation que notre produit est fantastique. Il y a des gens qui ont peut-être moins de chance, mais je suis toujours convaincue que dans le travail, il y a cette notion de lien social qui nous permet toujours de prendre plaisir. Ou bien pas seulement, peu importe si on est dans les nettoyages ou des fonctions peut-être moins intéressantes, il y a quand même cette contribution au bien social à créer des choses qui vont faciliter la vie de quelqu'un, peu importe d'une manière ou d'une autre. Alors, on a vu souvent que ce terme bullshit job était utilisé pour des fonctions de cadre, d'ailleurs, dans le conseil notamment, où vous avez des gens qui justement faisaient des PowerPoint, des réunions, etc. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup dénoncé sur les réseaux sociaux, notamment par les jeunes générations, de ces jobs où on passe son temps à faire des PowerPoint, alors qu'on pensait faire de la stratégie de haut vol. Est-ce que c'est quelque chose qui est très nouveau, justement, de dénoncer un peu ces dérives des entreprises? Jasmine Manet. Je vais surfer sur la proposition d'Alexandre de pas tomber dans des généralités non plus, pareil que pour toutes les générations entre elles. Chez les jeunes aussi, il y a plein de jeunesses différentes. Et que cette jeunesse des réseaux, cette jeunesse qui appelle à déserter au discours de cérémonie des grandes écoles, c'est qu'une toute petite partie de cette jeunesse. Et que je trouve qu'il y a une étude qui est sortie récemment, qui est, si je me trompe pas, de l'EM Normandie, le groupe Actual et le Figaro, si je me trompe pas, qui a fait une étude sur les aspirations au management et à prendre des responsabilités par le management de la jeune génération. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que le facteur déterminant reste l'origine sociale. Et que si on vient d'une famille de cadres, on n'aspire plus à ces mêmes postes de management, mais une forme d'élitisme intellectuel, à être une sorte de consultant solo, entrepreneur, qui a une expertise très forte qu'on va aller chercher. Parce que ceux qui n'ont pas eu des parents en cadre, aspirent toujours. Alors pareil, c'est peut-être une généralisation, mais je pense que c'est important de différencier de quels jeunes on parle. Et en l'occurrence, peut-être que le consultant, comme la figure un peu caricaturale du PowerPoint, parce que aujourd'hui, le PowerPoint se fait de lui-même. Ce serait assez bourgeois d'avoir cette impression. Je dis pas ça, je cite une étude que j'ai lue récemment qui tendait à le dire. Peut-être c'est plutôt des bacs plus 5 qui sont plus... Oui, voilà, c'est une petite partie de cette jeunesse. Je le précisais que c'était vraiment un terme qui est utilisé souvent chez les cadres. Alexandre Ston, vous vouliez intervenir? Oui, je pense que c'est nous, à la fois les entreprises et les êtres humains, qui avons créé bien évidemment ces bullshit jobs, parce qu'on a privilégié l'activité à l'impact réel du travail. Et donc, du coup, pour moi, je renvoie à une problématique de leadership managérial des entreprises, à ne pas savoir gérer
ces équipes en interne et la problématique d'organisation. Et donc la multiplication de ces fameux bullshit jobs, pour moi, est souvent liée à une incapacité à simplifier les processus des entreprises et à responsabiliser les collaborateurs. On leur donne pas le pouvoir, l'autonomie nécessaire dans le cadre du travail. Et d'ailleurs, il y a un terme anglais, on parle beaucoup en anglais du coup dans le travail, beaucoup d'anglicisme, mais qui s'appelle le job crafting, qui permet à chaque salarié de redéfinir sa fiche de poste et de supprimer justement ces petites tâches parasites que le salarié peut automatiser à travers l'intelligence artificielle ou des applications. Mais est-ce que dans tout ce que vous dites les uns et les autres, il y a aussi une différence en fonction des tailles des entreprises? Il y a des entreprises où évidemment, quand vous êtes dans des grands groupes, cette question d'organisation, d'entraînement, les managers ont un rôle absolument crucial. Dans une PME où il y a 10 salariés ou 9 salariés, on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc le fonctionnement et la question du sens, elle est tout à fait différente. Est-ce que c'est plus facile finalement dans une PME? Qui veut répondre? Alexandre? Pour moi, on est plus exposé dans une PME, c'est sûr. Dans une PME de 10 personnes, on n'est pas planqué comme dans un groupe de 80 000 personnes. Je ne parle pas pour Pierre. Hein. Mais forcément, est-ce que le sens est mieux? Est-ce qu'on a plus de sens? Pas forcément. Non, je crois pas que ce soit lié à la taille. Franchement, je ne crois pas que ce soit à la taille. Encore une fois, moi, je pense qu'on parlait beaucoup de moments qu'on vit actuellement. Et je pense que peu importe la taille, toute personne qui est dans le travail a presque une obligation individuelle de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? On est bombardé d'informations, des choses, et c'est pour ça qu'on fait plein de préparations. Quand je pense, effectivement, on passe beaucoup de temps à présenter des choses, mais c'est beaucoup de la communication. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne se pose pas la question de dire, OK, dans cette action que je vais faire, c'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je pourrais le faire de manière différente? On est tombé dans une sorte de machine et on ne s'arrête pas. Et moi, je trouve que quelque chose qui est très vertueux, c'est de dire, revenons aux basiques. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça, c'est évidemment, dans une organisation comme la nôtre, on a la chance d'avoir une dynamique qui nous permet de créer ces moments de réflexion de manière un peu collective. Mais je pense qu'on peut le faire partout. Et parfois, quand on est à petite échelle, c'est plus rapide de le faire. C'est plus rapide de le faire. Alors, on avance un tout petit peu dans l'émission, parce que tout ça, ça veut dire aussi, on a parlé du choc générationnel, il faut revoir effectivement nos organisations. Mais est-ce que vous, Pierre, moi, c'est une question qui m'intéresse sur des groupes comme le vôtre, et vous, Jasmine, vous pouvez peut-être, Alexandre, également y répondre. Est-ce qu'il y a des signaux faibles que vous surveillez, comme le lait sur le feu, sur toutes ces nouvelles aspirations, sur ces difficultés de fonctionnement? Voilà, je pense à, par exemple, vous êtes dans le domaine de l'aérien, ces signaux faibles qui peuvent arriver avec les questions autour de l'écologie, qui peuvent être parfois mal perçues ou qui sont difficiles à appréhender. Encore une fois, des choses qui sont particulières chez nous, je dirais non. Je sens qu'on partage un peu les mêmes signaux faibles qu'on regarde partout dans la société. On voit des gens qui sont intéressés beaucoup plus à sa santé, qui font plus attention peut-être à la manière dont on travaille. Des gens, personnellement, moi, je suis pas une grande fan non plus des risques sociaux, mais je pense que les gens d'aujourd'hui sont beaucoup plus conscients, et justement après la crise du Covid, de dire comment je me sens, quel est l'impact aussi des actions que j'ai fait, est-ce que mes produits sont responsables, est-ce que je fais des choses qui sont durables, mais est-ce que c'est lié à des groupes comme les nôtres? Je ne crois pas. Je les vois et j'ai la chance de partager avec des gens qui sont dans des environnements différents, et je pense que c'est plutôt des questions sociétales. Qui sont importantes. Alors, je déborde un peu sur l'autre groupe, mais comme il va nous rester peu de temps pour aborder la question de réinventer le travail, est-ce que c'est une utopie ou un chantier nécessaire? La question aussi de la santé mentale, c'est un dossier qu'on voulait traiter avec Nicolas. Cette question du bien-être au travail, parce que c'est aussi une question de sens. Jasmine, je vois dire oui de la tête. Aujourd'hui, la santé mentale des salariés, toutes générations confondues, mais particulièrement chez les jeunes, c'est quelque chose qu'ils ont pris en main, qui est très préoccupante avant même d'être prise en main. Et d'ailleurs, je convoque une des dernières études internationales que j'ai vues sur le sujet, est un gros livrable d'AXA, donc assureur, qui va être directement impacté par ces données, et qui illustre chez les jeunes les chiffres liés au taux de stress, d'anxiété, sans aller sur du burn-out, voire plus grave, sont souvent le double de la population normale. Alors oui, ça affecte tout le monde, mais il y a une situation très préoccupante, et je veux parler aussi de la santé physique. On n'est pas en bonne santé globalement, physiquement aussi, comme dans sa tête, et donc après, déjà le constat, et ensuite se l'approprier. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit que le rôle des RH de s'en occuper, et que c'est un sujet beaucoup plus sociétal, beaucoup plus de l'intime du quotidien, familial et managérial, et que les RH sont les derniers kilomètres pour créer un sentiment d'alerte, mais que il faut s'en occuper et pas faire du travail le seul réceptacle de ces sujets. Pierre, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. C'est du domaine de l'entreprise, mais pas que.
Surtout pas que. C'est quelque chose de sociétal et je pense que heureusement on peut contribuer un peu, mais c'est beaucoup plus large. Et justement, qui pourrait prendre, si c'est pas au niveau de l'entreprise qu'on peut prendre en compte ces sujets, vous pensez que ça serait à prendre à quel niveau? Au niveau de l'État je pense que oui, elle est en partie, mais encore une fois, je pense, on est tous responsables. Encore une fois, là, les mettre d'un côté ou de l'autre, la première personne responsable, c'est chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans ce monde où on parle beaucoup plus de santé mentale qu'il y a quelques années. Quelque chose que je trouve quand même très positif. Ouais, qui est la première, qui doit être la grande cause nationale 2025. Alexandre, pour terminer sur ce sujet-là, dans le monde de l'entreprise, l'idée c'est d'aller bien, mais l'entreprise n'est pas médecin. L'entreprise peut être médecin. Alors moi, je rejoins pas tout à fait justement Jasmine et Pia. Pour moi, il y a un vrai rôle de l'entreprise parce que c'est pas l'État qui peut prendre en main ce sujet-là, c'est les entreprises. Et quand on parle d'entreprise, ce ne sont pas que les grandes entreprises, c'est aussi les TPE, les PME. Donc chaque dirigeant, créateur d'entreprise, de prendre en main parce que c'est un rôle social qu'a l'entreprise de s'occuper de la santé de ses salariés. Et qui pourrait le faire? On a quand même un dispositif en France, parce que là, je vous entends depuis tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en réaction qu'en anticipation. On encaisse tous les sujets, donc on détecte pas des signaux faibles. En fait, on se les prend dans la figure et on se dit ah mince, c'était un signal, c'est pas un signal faible, c'est un signal super fort, c'est déjà arrivé. Donc on n'est pas trop en anticipation, je pense. Et sur le sujet de la santé mentale et de la santé physique, tu as raison, Jasmine, de préciser ça. Pour moi, il y a un organe aujourd'hui qui existe en France, qui s'appelle la médecine du travail, qui est pas du tout exploité, je trouve, en France. Ouais. D'accord. Là, je pense que nous, on a de la chance d'avoir, effectivement, je n'ai pas parlé de ça, mais quand même, nous, on est quand même beaucoup plus en anticipation. Et c'est une des forces d'une organisation comme la nôtre. On passe beaucoup de temps à parler de la santé mentale de nos équipes. Après, évidemment, on a une contribution, mais encore une fois, je suis pas un grand fan des médecins. Alors, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, on va terminer avec la dernière partie jusqu'à 20h avec cette question. Comment peut-on travailler moins pour vivre mieux ou travailler mieux pour vivre moins? Non, c'est pas dans ce sens-là. Travailler plus pour vivre mieux. Voilà, dans quel sens? On va essayer d'y répondre tous ensemble, si vous le voulez bien, dans les vraies voies de l'emploi sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi. Et en compagnie de Nicolas Leroy, directeur du recrutement chez Fiducial, et nos invités ce soir, Jasmine Manet, directrice générale de Young Forever, observatoire du rapport au travail de la nouvelle génération, Pia Hernandez, directrice de ressources humaines de Safran Learning System, et puis Alexandre Stourbe, conférencier expert chez Tomorrow Theory, studio d'innovation. Il nous reste une dizaine de minutes dans cette émission pour se poser la question sur la réinvention du travail, utopie ou chantier nécessaire, toujours avec un point d'interrogation, mon cher Nicolas. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui des problèmes, mais alors quelle solution on peut apporter à tous ces mots? Donc Jasmine, vous avez parlé de la semaine de 4 jours. Bon, moi je pense que c'est plutôt, à mon avis, pour compenser un retour des gens qui sont en télétravail. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, la semaine de 15 jours, c'est une utopie ou est-ce que ça peut être une réalité? Je pense que ça peut l'être, ça dépend en quel métier, dans quel secteur. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a déjà été fait, c'est l'épreuve du terrain. En l'occurrence, des entreprises comme en France LDLC, donc qui fait de la distribution de téléphonie. Donc c'est des métiers de boutique, des métiers du quotidien, de métiers de logistique, qui paraît un contre-intuitif de base avec la semaine de 4 jours. Ça fonctionne très très bien et leur performance a, je crois, augmenté de plus de 30%. Donc il y a des exemples. Donc je pense que c'est pas fait pour toutes les entreprises et tous les métiers, mais avec il y a des exemples qui existent. Donc peut-être s'en inspirer. Moi, un autre thème qui m'intéresse beaucoup dans ce futur du travail ou ce travail d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut le dire comme ça, c'est la question de la transition démographique. Là, on a parlé beaucoup de la génération Z, des jeunes d'aujourd'hui. Ces jeunes, comme les autres, vont vieillir, mais aussi comme une autre bonne partie de la population en France. Et que cet équilibre-là, on le voit déjà à l'œuvre dans d'autres pays, au Japon, en Allemagne, où les sujets sont beaucoup plus préoccupants d'un point de vue démographique. Et quel impact ça va avoir à la fois sur le nombre de personnes disponibles et en capacité, qui ont les bonnes compétences, mais aussi le nombre de personnes qui n'auront pas à charge, en plus d'un enfant, un par an. L'équation, en tout cas, déjà sur ce thème-là, et puis sur tous les autres, bien sûr, ça se complique, l'équation ne fonctionne pas. Mais est-ce que c'est réaliste, justement, pour une entreprise, justement, de passer à la semaine de 4 jours?
Moi, je suis pas une grande fan de la semaine des 4 jours. Je vais le dire, je crois que c'est un faux débat de dire on va travailler moins parce que c'est 4 jours et le reste du temps on va être à la maison. Je pense pas que ce soit le vrai sujet. C'est qu'est-ce qu'on veut faire comme société. Encore une fois, quelle est la place de travail dans notre vie au quotidien. Et là, c'est philosophique, plus qu'économique. Oui, mais encore une fois, c'est aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a aussi un peu d'économie quand même. Je suis d'accord avec vous. Évidemment. Parce que pour un industriel, pour vous, ça se chiffre. Oui, ça se chiffre, mais encore une fois, on pourrait travailler 4 jours, 5 jours. C'est pas le bon débat. Pour moi, c'est très simpliste de dire on va travailler 4 jours et là, on va être tous contents. C'est beaucoup plus que ça. Quelle est la société qu'on imagine demain et comment on va créer de la valeur dans cette société? Est-ce que ça dépend aussi du secteur et de la facilité de recrutement? Je pense à cette entreprise qu'on salue, qui est du côté de Narbonne, s'appelle Les Grands Buffets, qui est un des plus grands restaurants de la zone avec 500 000 clients par an. Et ils ont passé récemment leur chef de rang, maître d'hôtel dont ils ont tant de mal à recruter à 3 jours et demi par semaine pour 3 jours et demi de repos avec maintien intégral des rémunérations parce qu'ils avaient des difficultés de recrutement et ils vont très très loin dans le. Est-ce que c'est aussi ça quelque part? Est-ce que c'est du donnant pour attirer les talents? Alors oui, pour moi il y a une partie d'attractivité des talents, ça c'est sûr. Après on parle de semaine de 4 jours, c'est pas que ça. Il y a d'autres modèles. Oui. On peut mettre plus de vacances, par exemple. On peut prendre 7 semaines de congés par an. C'est le temps de travail, surtout. C'est le temps, c'est le temps de travail. C'est pas sur la semaine, ça peut être sur le mois, ça peut être sur l'année complète. Et donc, on peut adapter en fonction de ses contraintes personnelles. On est quand même dans une ère où on cherche de l'hyper-personnalisation. Ce qui m'intéresse, c'est moi, en tant que salarié dans l'entreprise. Et si l'entreprise m'impose la semaine de 4 jours, alors que j'en ai pas besoin, en revanche, j'ai besoin de prendre des congés quand mes enfants sont en vacances scolaires, là, c'est intéressant. Donc, pour moi, il n'y a pas que la semaine de 4 jours, il y a aussi des vacances un peu plus longues, etc. Et pour revenir sur les entreprises, en fait, on constate que même des entreprises, et tu disais, Jasmine, tu disais LDLC, mais il y a même des entreprises aujourd'hui en France, publiques, des hôpitaux, des gendarmeries, qui sont passées à la semaine de 4 jours. Ce sont des entreprises qui sont dites pénuriques. On sait que l'hôpital est en tension très forte. Il y a des hôpitaux qui sont passés à la semaine de 4 jours. Pareil comme des pelotons de gendarmerie. Donc ça fonctionne. Tout dépend après du modèle de management. Moi, je reviens à ce modèle de management dans les entreprises, une vision de voir le monde du travail demain. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, finalement, qui pourraient réinventer le travail que réduire le temps de travail à plus de vacances? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Pour moi, c'est encore une fois, et vous allez me dire que je reviens au principe philosophique, mais moi, je me pose toujours la question pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on veut fuir du travail, qu'on veut être moins de temps de travail? Et cette individualisation, toujours, moi, ça me pose un problème parce que je trouve que dans une société comme la nôtre aujourd'hui, on a besoin de collectifs, des gens qui ont envie de passer du temps ensemble dans le travail. On sait qu'on devrait travailler, c'est les conditions pour que les gens aient envie de venir et pas pour qu'ils aient envie de rester chez eux, de faire des choses loin du travail. Donc, pour moi, le débat, c'est pas la quantité, c'est les comment on fait et comment on construit le travail demain. Jasmine. Alexandre rappelait à juste titre, le travail, c'est une activité rémunérée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la multiplication des activités rémunérées et aussi non rémunérées des gens dans leur vie. Et chez les plus jeunes, et c'est très révélateur dans des pays avec des contrats plus flexibles, en Angleterre, aux États-Unis, on cumule les emplois, souvent par nécessité, parce qu'on a besoin de ce complément d'argent dont on parlait au début de l'émission. Mais pour d'autres, c'est un choix. Et donc, comment est-ce que les employeurs vont articuler aussi ce slash ou ce zap de travail, pour reprendre des termes très jeunes? Mais en l'occurrence, ce cumul du terrain, c'est la réalité aujourd'hui, pour plein de raisons différentes en fonction des gens. Et du coup, comment on va adapter aussi peut-être la question de l'exclusivité, de prendre un temps de pause pour se dédier à autre chose, pour monter en compétences, pour s'occuper de sa famille. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, sans tomber dans de la personnalisation à outrance, qui fait qu'on perd ce collectif, ce goût d'être ensemble pour faire son travail. Est-ce que l'intelligence artificielle va, Alexandre, faire partie du travail de demain et donc apporter des réponses aux questions qu'on se pose, par exemple, ce soir? Alors merci de mettre le sujet de l'intelligence artificielle, ça ne peut pas y couper. Bah non. Et la réponse est oui, bien évidemment, et c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle redéfinit le monde du travail, ce qu'est le travail. Juste, on a vécu des grands chocs. On est passé de l'ère primaire à l'ère secondaire. Donc ça, c'était en 1850. En 1950, on est passé de l'ère industrielle à l'ère tertiaire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement l'ère tertiaire c'est le bout du voyage ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après l'ère tertiaire? La réponse est oui. Il existe l'ère quaternaire que permettrait potentiellement l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps, de garder, voire augmenter notre productivité, d'aller travailler sur des nouvelles parts de marché, des choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Jasmine le disait à juste titre aussi, on n'a pas parlé de la notion de compétence et de l'obsolescence de compétences, mais comment se former
tout au long de sa carrière. Également, et après la contribution sociétale, et c'est ça l'ère quaternaire, c'est l'ère de la contribution sociétale, et ça ce n'est pas que la jeune génération, je pense toutes les générations, c'est comment moi en tant qu'individu, avec les compétences que j'ai, je peux contribuer à la société, on dit faire société, et donc donner du temps, donner de mes compétences à des secteurs qui sont très pénuriques. Jasmine, vous êtes d'accord avec ça? Complètement d'accord. Après c'est bon, sur vous êtes un de système, cette génération-là, en l'occurrence, je pense que c'est très intergénérationnel comme aspiration. On voit quelque chose est cassé, quelque chose ne fonctionne plus, et avec l'IA, la transition environnementale, les sujets politiques internationaux aujourd'hui, la transition démographique, on est quand même sous un faisceau de contraintes qui laisse peut-être peu de place à la prospective, en tout cas quand on est dans son quotidien du travail. Moi, je rejoins vos débats philosophiques. La question, c'est comment moi, Jasmine, dans mon quotidien, je me réapproprie mon temps, mon contrôle, mais tout en gagnant ma vie. Ça reste quand même préoccupation numéro 1. Et vous, dans le domaine industriel, ça révolutionne vos métiers? Ça révolutionne une partie, mais on fait aussi très attention où est-ce qu'on veut l'utiliser. Encore une fois, comme le disait Alexandre, ça nous facilite énormément de tâches répétitives et des choses qui nous demandent beaucoup de temps. Il faut faire attention où et comment on l'utilise. Il ne faut pas que ça remplace justement cette collective qui est la vraie force des organisations comme la nôtre. Voilà, on parle de collectif, hein. C'est plutôt pas mal. C'est le mot qui revient. On restera sur une note très positive. Si on faisait un nuage de mots, c'est celui qui ressortait en plus gros. C'est Safran en tout cas. Voilà. Oui. Alors, je vous présente Philippe David qui vient de s'installer autour de ce micro parce que juste après 20h, c'est lui qui va prendre la main. Il va nous parler de collectif. Je vais plutôt prendre le pied, comme c'est les vraies voix du foot. Oui, la balle au bon, les vraies voix du foot, avec Guy Carlier. Au menu des vraies voix du foot, Christine et Nicolas, on va faire un grand sujet sur Saint-Étienne-Lyon, où ça a été tout et n'importe quoi. Un carton rouge logique. Théoriquement, la VAR, c'est fait pour les bonnes décisions. L'arbitre qui l'annule, c'est n'importe quoi. On va aller voir en plus avec notre ami Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club, ce qui s'est passé dans les coulisses, parce qu'il n'y a pas eu que la pièce de monnaie jetée sur un arbitre, il y a même eu des fronts contre fronts entre dirigeants. Vous voyez un peu, vous qui êtes dirigeante d'un club de handball, vous n'imagineriez pas ça théoriquement après un match. Non, mais pas trop. Non, si ça arrive, je suis pas contente, hein, ça c'est sûr. Entre le hand et le foot, c'est vrai que c'est deux salles, deux ambiances. On parlera ensuite des conséquences sportives, parce qu'il y a quand même eu du sport. Pour l'OL, qualification à Ligue des Champions compromise, la SSE peut-être le sauvetage, et ensuite on recevra un géant, Alain Giresse, pour parler des Girondins de Bordeaux qui vont franchement pas bien, et moi ça me rappelle la Coupe du Monde en Espagne, son 3e but à Séville. Vous me permettrez de ne pas m'être remis de ce match en 82. Non, mais vous avez pas des Girondins. Allez, à tout à l'heure, après les infos de 20h avec Guy Carlier, Philippe David. Moi je remercie Jasmine Manet d'avoir été avec nous ce soir dans les vraies voix de l'emploi. Pierre Hernandez, merci infiniment. Alexandre Stourbe, merci à vous. Merci. Nicolas, merci. À la semaine prochaine pour les vraies voix de l'emploi, et donc juste après l'info, ce sera les vraies voix du foot. Bonne soirée.